Le moment. Voilà, on est de retour. Bien. Essayons de voir cette fois-ci en espérant que ces gens-là n'auront plus l'ascendant sur nous. Chantal Vigourou Bia. Une Française première dame au Cameroun, avec des associations financées par Bolloré. Mais les gens viennent nous dire que ce sont des grands panafricanistes. Pendant ce temps, les gars combattent Bolloré. Hein. Mais ils viennent nous dire que ce sont des grands panafricanistes. Alors que la première dame du Cameroun a une association qui est financée par Bolloré, par le groupe Bolloré. Eh oui. Là. La fondation Chantal Biya, pour ceux qui ne le savent pas, est une fondation qui a été financée de toutes pièces par le groupe Bolloré. C'est une information que je vous donne. Voilà. Donc la formation Chantal Biya a été fondée par le groupe Bolloré. A été financée par le groupe Bolloré. C'est une information que je vous donne. Les gars, partagez et mettez les cœurs, je vous en prie. Vraiment, partagez et mettez les cœurs. On vient de couper un live à cause d'une grosse restriction. J'espère qu'ils ne vont pas restreindre encore le live sinon. C'est que là, ça ne va pas donner. Donc, partagez, mettez vraiment les cœurs, les gars. N'attendez pas qu'on vous dise. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. La fondation Chantal Biya a été financée par Vincent Bolloré. Vous ne le savez pas? Bon, je vous informe alors. Voilà. Voilà. Mais les gars, partagez. Il n'y a que 2 partages. Hein. Vous-même, vous ne voyez pas. Il n'y a que 2 partages. Pour le moment, il n'y a que 2 partages. Donc, moi-même, j'ai partagé une fois. Donc, il y a une seule personne qui a partagé le live. Alors que vous êtes déjà des centaines. Vous voulez qu'on travaille comment? Oh là 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 là, les Camerounais, vous êtes vraiment terribles. Ah là 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 là. Bon. Espérons que ça va aller cette fois-ci. Hein. Espérons que ça va aller cette fois-ci. Espérons que ça va aller cette fois-ci. Alors, bien. Je vais vous rappeler quelque chose. En 2020. En 2020, après sa sortie de prison en 2019, Maurice Kamto, n'est-ce pas, prépare les élections législatives et municipales. Il les prépare. Il se dit qu'il faut y aller, n'est-ce pas, pour essayer de conquérir des territoires, essayer d'apporter un changement, et puis, plus tard, aller à la présidentielle. Il prépare les élections de 2020. Ça se passe d'ailleurs devant nous. Et après, il constate que dans le MRC, il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu.
Il le constate et d'ailleurs, il réunit le bureau, son bureau de réflexion là-bas. Ils essaient d'évaluer la situation. Et ils se rendent compte que en intelligence, avec certains cadres du MRC, le RDPC est en train de, n'est-ce pas, en train de placer des pièges. Le RDPC est en train de placer des pièges. D'ailleurs, vous avez suivi dans l'interview d'Atangandi sur la CRTV où il vous disait qu'il a aidé certains militants du MRC à monter les dossiers pour les élections législatives et municipales de 2020. Ah oui? Donc, il y a des cadres du MRC qui travaillaient en intelligence avec le RDPC pour fractionner ce parti politique à partir de l'intérieur. Et pour ça, il fallait que, pour avoir une légitimité afin de créer vraiment des ennuis dans le parti politique, il fallait être élu. Il fallait être un élu. Et donc, les gars se sont entendus avec le RDPC, n'est-ce pas, pour créer des problèmes à partir de l'intérieur, à partir du cœur du MRC. Parce que pour vous dire, le MRC posait réellement problème. Le RDPC ne savait pas quoi faire, donc ils avaient pour objectif de détruire le MRC à partir de l'intérieur, comme ils l'ont fait avec plusieurs partis politiques qui étaient sérieux dans le temps, comme l'UPC. Ils l'ont fait avec le CPP. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai montrée dans le direct que nous avons coupé tout à l'heure, vous avez vu, il y a un là qu'on appelle le chairman du CPP. Vous connaissez quand on parle de Cameroun People's Party de Edith Kawala. Vous savez que les gars ont tout fait pour fractionner ce parti politique et évincer Edith Kawala. Vous le savez. Et donc voilà le nouveau, celui qui est reconnu par Tangandi comme étant, quand on dit le chairman, c'est-à-dire le leader du CPP, qui a rejoint le G20. Donc les gars fractionnent les partis politiques à l'intérieur, ils installent leurs personnes. Et demain, les gars allaient vous dire que Maurice Kamto n'est plus le président du MRC, c'est plutôt Célestin Djamène. Ou bien un de leurs pions qu'ils avaient mis dans le MRC. Donc les gars avaient tout préparé pour détruire le MRC de l'intérieur. Il fallait seulement que le MRC participe aux élections législatives et municipales. Et que parmi ces gens qui ont été choisis par le RDPC, qui travaillaient avec le RDPC, dont Célestin Djamène, il y a des élus. Et Célestin Djamène devait être un élu. Il devait être maire. Vous voyez un peu, non? Et avec cette légitimité-là, il devait fractionner le parti MRC. Maurice Kamto a compris ça. Parce que dans le même temps, pendant que les gars étaient en train de préparer, n'est-ce pas, de préparer les élections législatives et municipales, ils ont remarqué qu'il y avait parmi les cadres des gens qui faisaient des réunions de nuit avec Atangandi. Les gens faisaient des réunions de nuit avec Atangandi. Les gars, mettez les cœurs là et partagez. Parce que les autres là, eux, ils ne dorment pas. Les autres ne dorment pas. Donc vous-même ne dormez pas. Vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui sont peut-être occupés. Ils m'écoutent comme à la radio. Mais ceux qui sont là sur leur écran, partagez et mettez vraiment beaucoup de cœur pour protéger nos pages. Et rendre le direct fluide. Voilà. Donc, il y a des gens qui rencontraient. Il y a des gens qui rencontraient Atangandi dans la nuit pour des réunions. Cela avait également été dénoncé ici à Mondo Vision. Dans ces conditions, Maurice Kamto s'est donc rendu compte parce que c'est quelqu'un qui a vécu ces choses. Qui a vécu ces choses dans des partis politiques qui ont refusé de collaborer. Parce que si vous regardez le SDF aujourd'hui, le SDF a accepté de collaborer avec le RDPC. C'est pour ça que le SDF n'est pas fractionné. Parce que les dirigeants du SDF actuel ont des entendements avec le RDPC. Donc les gars n'ont pas besoin de fractionner. D'ailleurs, dans c'est-à-dire quoi, quand le SDF se réunit en congrès, le RDPC est toujours invité, en première ligne. Bonsoir Georgette, comment tu vas ma mère? Ça fait longtemps, on ne vous a pas vu par ici. Hein? Vous voyez un peu? Donc, les partis qui ont accepté de collaborer avec le RDPC depuis n'ont pas ce problème. Vous voyez? Par contre, le MRC et Maurice Kamto qui ont complètement refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec le RDPC,
était la cible du RDPC et des membres de ce régime. Parce qu'ils ne veulent pas laisser émerger un parti qui peut être l'espoir des Camerounais. Les problèmes donc du MRC commencent quand ils voient le sérieux de Maurice Kamto. Les gars pensaient que Maurice Kamto était manipulable. Mais non. Vous ne savez pas combien de fois ils ont proposé de l'argent à Maurice Kamto. D'ailleurs, il l'a dit dans des conférences de presse. Ces gens ont voulu m'acheter. Étant en prison, les Paul-Éric King ont été achetés. Paix à son âme. Paul-Éric King est mort comme ça là, empoisonné. Parce qu'apparemment, il y avait des discussions au niveau du reste d'argent qu'on devait lui verser et qu'on ne lui donnait pas. Bientôt, vous allez écouter ce qui va arriver à Yebga. Ah, shit. Le live, c'est encore... Oh, c'est pas possible. Le live, c'est encore restreint. Je ne sais pas quel est le problème que j'ai en ce moment. Bientôt, bon, continuons. Et je ne vais pas encore recouper un live, pour faire plaisir à ces gens. Vraiment, continuons. Si vous ne mettez pas assez de cœur et que TikTok décide de supprimer le live, il supprime. Je n'en ai rien à faire. Je vais dire ce que j'ai à dire et après, on va passer. Bientôt, vous allez écouter que même Yebga, que vous voyez là, Yebga a disparu. Paul-Éric King, n'est-ce pas, avait des problèmes avec ces gens-là. Et Grégoire Ona est toujours cité dans ces choses. Paul-Éric King avait des problèmes avec ces gens parce qu'on ne lui versait pas l'argent qu'on lui avait promis. Bref, on lui avait avancé une petite partie et on devait lui donner maintenant le reste après une grosse partie qui devait lui permettre, n'est-ce pas, de changer de vie. Donc, Paul-Éric King a été acheté. Célestin N'Djamène, lui, il était en mission au MRC. N'Djamène que vous voyez là, il était en mission. Il faut avoir peur des gens qui entrent en politique à cause de leur ventre. Quand quelqu'un entre en politique alors qu'il n'a rien accompli dans sa chienne de vie, vous devez comprendre que celui-là, il entre en politique pour se remplir les poches et la panse. Exemple, Kouagne, par exemple. Donc, N'Djamène, lui, il était ici en Europe. Il n'a rien foutu. Il était radical contre le régime Biya. Et comme par enchantement, il se retrouve au Cameroun en train de faire la politique. Il fallait se poser beaucoup de questions. Mais nous, on croyait en la bonne foi. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas une affaire de bonne foi, c'est une affaire de négociation. Ah oui. C'est ça. Et donc, quand Maurice Kamto a compris que ces cadres, je dis pas, ce n'est pas des militants de base, non, ce sont des cadres. Des cadres du MRC sont compromis. Il s'est dit que, mais, hey, attendez, si on s'aventure à cette élection, on va leur donner vraiment l'opportunité de nous détruire de l'intérieur. Notre parti politique ne peut pas s'exposer à ce genre, n'est-ce pas, d'ineptie. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper l'herbe, n'est-ce pas, sous leurs pieds. C'est-à-dire quoi? En boycottant l'élection de 2020, forcément, ceux qui étaient dans le MRC pour des, c'est-à-dire que pour des affaires bizarres, devaient se dévoiler. Et donc Maurice Kamto a dit, vous savez, ce n'est pas grave. On n'ira pas à cette élection. Il y a une autre élection qui arrive et même de toutes les façons, on a plusieurs autres moyens. Mais un parti politique ne vit pas seulement des gens, c'est-à-dire que des élus. Et en plus, le boycott fait partie de la vie des partis politiques sérieux. Ce n'est pas la première fois dans la vie d'un parti politique de boycotter. C'est aussi un acte, n'est-ce pas, de contestation. Et avec le boycott, si les carriéristes qui ont rejoint le MRC vont se dévoiler seuls, les espions du RDPC vont se dévoiler seuls. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'annonce du boycott. Dès que Maurice Kamto a annoncé le boycott, le même soir, Célestin N'Djamène a commencé les attaques. Je dis le même soir, il n'a même pas attendu une semaine, il n'a pas attendu 2 jours. Le même soir, Célestin N'Djamène a commencé les attaques. Oh, on ne m'a pas dit... Oh, il a pris cette décision unilatéralement et pourtant Maurice Kamto a pris cette décision en collégialité, c'est-à-dire en toute conformité avec les textes du MRC qui donnent, n'est-ce pas, un certain pouvoir à certains
dans le MRC, comme Maurice Kamto et les conseillers là, qui peuvent faire un shadow cabinet en urgence afin de prendre une décision dans le parti. Donc, Djamène, le même soir, il commence à attaquer Maurice Kamto. Le même soir. Vous avez des gens qui rejoignent des partis politiques révolutionnaires, non pas par rapport à l'idéologie proposée par le parti politique, mais parce que ces gens veulent se remplir les poches. Des gens qui travaillaient en intelligence avec le RDPC. Et aujourd'hui, ce n'est que la confirmation et la consécration de leurs actes. Vous voyez Célestin Djamène qui rejoint maintenant officiellement le camp du RDPC. Alors qu'il a son parti politique. Il dit qu'il est un opposant. Mais comment tu t'opposes à qui et à quoi? Si déjà tu dis que tu es un parti politique d'opposition, mais tu soutiens le parti au pouvoir. Finalement, tu t'opposes ou pas? Comment tu peux être un opposant qui soutient? Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de contradiction. En réalité, ils ne sont pas des opposants. En réalité, les Célestins Djamène comme ça n'ont jamais été, n'est-ce pas, des vrais opposants. En fait, même si à l'époque, ils avaient une idéologie, ils ont changé et ils ont été achetés. Parce que, laissez-moi vous dire que le RDPC a l'argent. Ils ont l'argent. Ils mettent l'argent sur la table. Et ce qui les énerve avec Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto est un bamileke honnête. Faut que je le répète à chaque fois que je parle de Maurice Kamto, pour que chaque Camerounais comprenne le problème majeur de Maurice Kamto. C'est qu'il est un bamileke honnête, un bamileke qui n'est pas soumis. Voilà le problème majeur de Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto est en réalité une alternative. Vous voyez un peu? Maurice Kamto est une alternative au Cameroun. Et Maurice Kamto est un bamileke. Voilà pourquoi les Français font feu de tout bois pour que Maurice Kamto ne prenne pas le pouvoir au Cameroun. Parce que les Français ont une haine viscérale contre le peuple bamileke qui s'est toujours opposé à la France coloniale et néocoloniale. Voilà la réalité dans votre pays, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc c'est ça le problème de Maurice Kamto. C'est que Maurice Kamto est un bamileke honnête. C'est ça la réalité, il n'est pas un bamileke soumis. Il est un bamileke honnête parce que eux là, ils aiment les bamileke soumis qui peuvent acheter comme ils veulent les machins. Que non, 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 toi là vraiment tu seras un figurant. On va dire que non, tout le monde participe à la politique tant que tu soutiens le RDPC. Mais Maurice Kamto a dit ça, c'est de la malhonnêteté. Et le problème de Maurice Kamto, c'est son honnêteté. Et surtout son appartenance ethnique. Voilà comment le Cameroun est digéré et est dirigé. Autant pour moi, il dit digéré parce que le Cameroun est vraiment comme un gâteau que tout le monde peut manger, sauf les Camerounais. Ici, quand j'étais à Paris, ici, à plusieurs reprises, j'ai été interpellé, menacé par les services d'intelligence et les services de sécurité. On m'a proposé des papiers en France. On m'a proposé des papiers que, bon, on va te donner les papiers comme ça, tu arrêtes ça, au contraire, tu pourras nous donner des informations, machin, machin, machin. Pour me retourner. Je leur ai dit, mais non. Vous pensez que je suis parti de la France, pourquoi? J'étais déjà bien installé en France. Pourquoi je suis parti de la France selon vous? Et je ne suis pas le seul à avoir vécu ça. Il y a plusieurs combattants qui marchaient avec moi qui ont vécu la même situation en France. C'est encore la France qui dirige le Cameroun à l'heure où je vous parle. Vous avez suivi l'interview d'Achille Mbembe. Quand il parle, n'est-ce pas, de la bamiphobie. C'est encore disponible sur YouTube. Allez suivre. C'est encore disponible sur YouTube. Je crois que c'est encore dans mon historique, je suivais. Donc, c'est pas une affaire de... C'est pas une affaire... n'est-ce pas, c'est Décrypter l'Afrique. C'est sur la chaîne Décrypter l'Afrique. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de télécharger cette vidéo et vous montrer.
C'est sur cette chaîne Décrypter l'Afrique sur YouTube. Allez suivre, ils ont posté ça hier, il y a 17 heures de temps. Achille Mbembe. Vous connaissez Achille Mbembe, l'écrivain. Mais il vous parle de la bamiphobie qu'a le du régime Biya. Donc ce n'est pas une affaire de que c'est Marc Senior qui parle ou c'est quoi. Non, tous les intellectuels, les observateurs, les gens qui observent la politique camerounaise ont compris et ils le comprennent depuis. Que c'est une histoire de bamiphobie. Ben oui, là c'est plus moi qui dis. Achille Mbembe le répète en Mondovision. Qu'il ne comprend pas cette haine qu'a ce régime contre les Bamileke. Et Maurice Kamto a tous ces problèmes qu'il a parce qu'il est Bamileke. Et surtout, il est un Bamileke qui ne s'est pas soumis à ce régime. C'est la réalité. Et chacun doit comprendre ça. On ne peut pas diriger un pays avec le tribalisme. Et la haine d'une communauté particulière. C'est pas possible. C'est pas possible. Citez-moi l'opposant qui a vécu au Cameroun, ce que Maurice Kamto a vécu en tant qu'opposant. Citez-moi un seul. Vous allez me dire qu'il y a un autre opposant, Pierre Kwemo. Vous entendez quelqu'un me mentionner son nom, Pierre Kwemo? Vous entendez quelqu'un le mentionner, c'est un petit plaisantin. C'est un plaisantin et c'est un Bamileke soumis. C'est un petit plaisantin. C'est ça. Non, éléphant, je parle de maintenant. Je parle pas à l'époque où Niobé, c'est loin à l'époque. Moi, je parle du régime Biya. On est en train de parler là du régime Biya. Et donc, les Français qui dirigent le Cameroun, qui dirigent tous les secteurs du Cameroun en ce moment, ne veulent pas entendre parler d'un opposant sérieux, Bamileke. Mon frère, allez suivre les émissions, c'est pas moi qui dis, je fais que vous répétez. Et je vous avais déjà dit ça d'abord. Je vous avais d'abord dit ça avant. Que le problème de Maurice Kamto d'abord, c'est qu'il est Bamileke. Et il est un Bamileke insoumis. Il n'est pas comme Niat Difendi. Il n'est pas comme Niat ou bien Jean Kuete. Non. Parce que ça, ce sont des figurants qu'on utilise pour dire que, mais voilà, vraiment, voilà. Non, on va mettre ça dans la tête des gens maintenant, éléphant, parce que ce n'est plus une affaire que c'est seulement nous, les activistes, qui le disons. Non, allez écouter Achille Mbembe. C'est sur YouTube. La chaîne, c'est Décrypter l'Afrique. Achille Mbembe était là, ils ont posté ça il y a 17 heures de temps. J'ai suivi ça encore ce matin, j'ai encore remis au début pour bien écouter. Les Français qui dirigent le Cameroun actuellement ont une haine viscérale contre le peuple Bamileke. Ce peuple qui a été génocidé par les Français. Ce peuple qui s'est opposé à la colonisation. Opposé farouchement. C'est la réalité. Voilà. Donc, maintenant, on va parler. Donc, on est toujours dans le même ordre d'idée. Hein. Donc, comme on était en train de parler, n'est-ce pas, de la façon dont le RDPC phagocyte des politiciens, soi-disant opposants, comment ils ont infiltré le MRC, comment est-ce qu'ils ont voulu diviser le MRC à partir de l'intérieur. Avec les Célestins Djamen, c'est parce que ça n'a pas marché que les Célestins Djamen sont sortis pour commencer à faire le one-man show que vous avez vu depuis. Et hier, le voile, le masque, ils ont décidé de retirer ce masque et de rejoindre officiellement le RDPC. De rejoindre officiellement le RDPC. Et donc, avant même d'arriver sur ces Français qui dirigent le Cameroun en ce moment, on va parler de l'autre branche de l'opposition, entre guillemets, qui a décidé d'accompagner le RDPC à la prochaine élection présidentielle. Il y avait des audiences, n'est-ce pas? Il y a des audiences devant le Conseil constitutionnel où les recours ont été déposés pour invalider la couleur des bulletins de vote. Il y avait un conflit entre les
les partis de l'opposition sur la couleur et la posture de leur leader sur les différents bulletins de vote. Il fallait écouter la sorcellerie. Ah, moi, la photo là où je lève la main, j'ai fait ça en premier. D'ailleurs, le SDF l'a toujours fait. On ne comprend pas pourquoi le PUS veut aussi faire la même posture. Ce n'est pas normal. Ils doivent changer de photo, changer de posture. D'ailleurs, la couleur de notre bulletin est presque similaire. On ne peut pas... Les votants peuvent confondre. Et machin, c'est monté. Ah ouais, c'est descendu. J'ai choisi la couleur, c'est d'ailleurs le premier. L'autre dit que ça, ce sont les couleurs de l'UDC depuis la nuit des temps. Un parti qui a été créé depuis. Les autres viennent de créer leur parti politique et ils prennent la même... une couleur qui s'apparente à notre couleur. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Vraiment, il faut changer les logos. Vraiment, il faut... Vraiment... Les Camerounais sont embrigadés. Les Camerounais sont esclavagisés. Les Camerounais sont dans une souffrance absolue, une souffrance qui ne dit pas son nom. Les Camerounais ont besoin réellement d'un changement dans leur pays. Mais les hommes politiques que le RDPC a choisi pour les accompagner à l'élection présidentielle qui arrive sont des hommes politiques qui se bagarrent pour la couleur des bulletins de vote. L'élection présidentielle, c'est en octobre, dans un mois et demi, le 12 octobre, donc c'est dans un mois et demi. Mais les gars sont en train de se bagarrer que non, ça c'est la couleur de mon bulletin, non, ça c'est la couleur de mon bulletin, non, ça c'est la couleur de mon bulletin. Alors qu'on leur demande de s'unir pour présenter un bulletin, dont un candidat. Effectivement, Noël, ils ne devaient pas être là en train de discuter la couleur des bulletins de vote s'ils avaient proposé un bulletin et un candidat. Vous avez d'autres comme les Kouagne qui disent qu'ils sont capables de battre le RDPC seul. On se pose là bien la question de savoir ils comptent sur quel genre de popularité. Ce n'est même pas le genre que Kouagne a eu 10% en 2018. Et en même temps, la machine politique qui le portait en 2018 était quand même connue. Bon, aujourd'hui, il est avec le PCRN qui n'a même pas pu gérer une mairie. Avec des militants qui passent le temps à démissionner. Dans tous les militants du PCRN du Nord, tous, même les plus proches collaborateurs de Kouagne ont démissionné. Il n'y a que Mokhtar. Bon, je ne sais pas si Mokhtar et lui, ils ont une relation particulière parce que c'est très suspect entre Mokhtar et lui là, mais tous ces anciens cadres du Nord là ont démissionné pour rejoindre les partis soit de Bello Bouba, soit de Issa Chiroma. Donc Kouagne se retrouve vraiment très réduit par rapport à quand même la popularité qu'il avait en 2018 parce qu'il venait d'arriver, il était jeune, il inspirait des jeunes qui ont dit que bon, essayons voir, nanani, nanana, ils ont quand même eu un 6% d'après les chiffres du RDPC. 6%. Ça veut dire que sur 100%, tu n'as pu avoir que 6%. Les autres se sont départagés 94%. Tu prétends qu'en 2025, avec les 6% que tu as eu en 2018, tu peux faire 6% maintenant x 10, donc 60%. Ça ne s'est jamais fait dans le monde politique. Jamais, nulle part ailleurs. Dans un pays comme le Nigeria, tu serais disqualifié de la présidentielle à venir. Parce qu'au Nigeria, quand tu vas à la présidentielle, si tu n'as pas au moins ces 10% ou ces 20%, tu ne participes pas à la prochaine présidentielle. C'est comme ça au Nigeria. Donc au Nigeria, déjà, il y a un taux de pourcentage que tu es obligé d'avoir pour pouvoir participer à la prochaine élection. Donc ça veut dire que si tu étais candidat au Nigeria, tu ne serais pas candidat à cette élection qui arrive. Tu devais prendre le temps de bien te préparer pour aller à la future élection. Mais tu estimes que tu as eu 6% en 2018. Mais en 2025, la prochaine élection qui arrive, tu peux battre le RDPC à qui on a donné 74%. Donc le RDPC a eu 68% au-dessus de toi. Mais tu estimes que tu peux quitter de 6% pour aller battre seul, automatiquement, le RDPC qui a quand même eu 74% selon leurs chiffres. On vous a fait ça au village. Donc, pendant qu'on est en train de parler de coalition, de l'opposition, de ceci, de cela, Kouagne et Joshua Oshi, ce sont les deux qui ont découragé tout le reste. Joshua Oshi sort, il dit que vraiment,
on ne peut pas parler de coalition aujourd'hui parce que tout le monde est candidat, chacun s'est préparé pour aller battre le régime Biya. How? Joshua Oshi, tu as eu 3%. Mieux même encore, Kouagne parle, toi tu dois te taire. Le SDF avec toute sa machine, toute la machine dont vous parlez, le SDF a eu 3% à l'élection présidentielle de 2018. Donc, mieux, quand on veut même parler que mieux même Kouagne que vous. Parce que Kouagne en 2018, à peine arrivé, il vous a battu, il a eu votre score x2. x2. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Attendez. Résultat de la présidentielle de 2018 au Cameroun. Oui. Voilà. Joshua Oshi du SDF a eu 3,35%. Pour être plus précis. 3,35%. Kouagne Kérosène alias Cabral Libi a eu 6,28%. L'UDC d'Adamoun Damjoya a eu 1%. 1%. C'est le même UDC qui a maintenant Taïmanou Damjoya. Donc, l'UDC a eu 1%. 61 000 voix. Serge Espoir Matomba, celui-là qui ne veut pas aussi faire la coalition, il a eu 0,56%. Les gars, vraiment, partagez le live là, contrez les signalements. Dis donc, contrez-moi les signalements là. Oh, on va entrer dans eux aujourd'hui. Donc, Serge Espoir Matomba a eu 19 000 personnes, le plus. 19 000 personnes qui ont voté pour lui. Votre candidat le plus sérieux de la planète, Akeremouna, a eu 0,35%. 12 000 personnes qui ont voté pour lui. 12 000 personnes sur plus de 7 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. 12 000 personnes ont voté pour lui. Pour Akeremouna. Bon, il va dire qu'il a désisté à la dernière seconde. C'est la veille du vote qui dit que bon, il désiste pour accompagner Maurice Kamto. Il savait ce qu'il faisait. Parce que depuis, il devait désister depuis pour qu'on retire son bulletin. Il a attendu jusqu'à la nuit, la veille du scrutin, là où il savait qu'on ne pouvait plus retirer son bulletin. Il dit que bon, je désiste. Donc les gens sont quand même partis mettre son bulletin dans lui. Il a eu 12 000 voix. Serge Espoir Matomba a eu 19 000 voix. Moi-même, je me présente à l'élection présidentielle, les gars, au Cameroun. Je me présente à l'élection présidentielle. Normalement, je devais même essayer pour voir. Je me présente à l'élection présidentielle. Je ne peux pas avoir ce genre de score. 12 000 voix, 19 000 voix. L'autre a eu 50 000 voix. Non, ça c'est Gaga Aman a dit. Adamoun Damjo, il y a eu 60 000 voix. C'est-à-dire que même quand, si on dit même seulement que ce sont seulement mes abonnés qui votent, que ce sont seulement mes abonnés qui votent, c'est que je vais battre même Kouagne. C'est que je vais battre même Kouagne. Donc, laissons même Kouagne, parce qu'on dit que Kouagne a eu 200 000 voix. Le SDF, un parti mythique au Cameroun. En 2018, le SDF a eu 118 000 voix, 3%. 3% de l'électorat camerounais. Le SDF, ce sont eux qui gueulent. C'est Joshua Oshi qui veut donner des leçons aux gens. C'est Joshua qui s'assoit et dit qu'il n'a pas besoin de coalition pour battre Paul Biya. C'est Joshua Oshi, celui qui a eu 3% à l'élection présidentielle de 2018, qui dit qu'il n'a pas besoin de coalition pour battre Paul Biya. Qui se sont bien préparés. Et ce sont les mêmes paroles qu'il disait en 2018. Hein. Il dit, nous sommes bien préparés, on va battre le RDPC à plate couture, on va les battre à plate couture, on va les battre, nous sommes bien préparés. Et il dit toujours les mêmes choses à chaque fois. En 2018, il disait exactement la même chose. Sauf qu'il est parti à l'élection, il est sorti avec 3%.
Donc, voilà des gens aujourd'hui qui ont eu chacun 3%, 6%, 1%, 0,56%, qui disent qu'ils ne peuvent pas faire une coalition. Ils doivent aller et ils peuvent battre Biya. Donc, chacun d'entre eux dit qu'il sera futur président au Cameroun. Maurice Kamto, selon les chiffres du RDPC, a eu 500 000 voix. Donc Maurice Kamto a à lui seul eu plus de voix que toute l'opposition réunie. C'est-à-dire que l'opposition de 2018 pouvait faire une coalition. Maurice Kamto allait les battre tous. Donc Maurice Kamto a eu 500 000 voix selon les chiffres officiels du RDPC. Et le RDPC a eu 2 500 000 voix. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que des gens qui n'ont même pas un électorat fiable disent qu'ils n'ont pas besoin de s'unir pour donner ne serait-ce qu'une petite chance comme ça aux Camerounais. Parce que voici ce qui pourrait arriver. Ce qui fait que le régime Biya reste au pouvoir, détrompez-vous, ce n'est pas le nombre de votants. Je vous avais déjà expliqué ça ici. Ce n'est pas le nombre de votants. C'est le nombre d'abstentions qui fait gagner le RDPC. En 2018, on a eu une abstention de 50%. 50%. Une abstention de 50%. Il y avait 6 600 000 inscrits. Seulement 3 500 000 sont partis au vote. Vous vous rendez compte? 6 600 000 inscrits, seulement 3 500 000 sont partis au vote. C'est l'abstention, le stétois, c'est même pas la fraude, parce que quand tout le monde part au vote, les gars auront peur et ils ne pourront plus rien faire. Donc, si l'opposition aujourd'hui se mettait en ordre de bataille derrière un seul candidat, je vous assure que le taux d'abstention devait être réduit drastiquement. Ça veut dire que le 12 octobre, si les gens qui devaient s'intéresser à l'élection présidentielle devaient être au moins 80% des inscrits sur les listes électorales. Parce que 2 500 000 votants pour le RDPC là, vraiment c'est tout ce que le RDPC peut faire. Hein. Avec leur bilan qu'ils ont là actuellement, ils auront moins de votants. Normalement, ils ne peuvent pas avoir plus. Et vous avez vu la quantité de personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales ces temps-ci. Vous pensez que c'était pour aller voter pour le RDPC? Quand vous voyez la quantité de Camerounais qui se sont mobilisés pour s'inscrire sur les listes électorales, vous pensez qu'ils se sont mobilisés comme ça parce qu'ils veulent voter pour le RDPC? Les gars avaient un candidat, Maurice Kamto. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour recaler Maurice Kamto. Alors, la chance de l'opposition étant mise de côté, ce qui reste, si les gars voulaient réellement le changement au Cameroun, les gars devaient s'unir pour dire que, bon, les gars, vous savez quoi? Même si c'est qu'on s'unit, n'est-ce pas? On écrit une charte du genre, on s'unit d'abord pour renverser le RDPC et après on organise des nouvelles élections présidentielles, même l'année prochaine. Allons d'abord en ordre de bataille, renversons le RDPC, mettons en place un gouvernement de transition et réformons les institutions. Ensuite, relançons les élections. Relançons les élections pour faire participer le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui ne participera certainement pas à cette élection. Donc les gars devaient d'abord s'unir, non pas parce qu'il faut absolument un président, mais parce qu'il faut renverser le RDPC. Mais vous allez faire comment? Parce que parfois, même quand je parle comme ça, après je me dis que des gens d'abord qui ne réfléchissent pas comme des réels opposants. On attend quoi d'eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire jusqu'à ce qu'on applaudit? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire jusqu'à ce qu'on applaudit? Non, Noël, quand je dis uni, vous croyez que c'est quoi? C'est pas toujours ici, là, à vous. Je disais que même quand Maurice Kamto va aller aux élections, on ne doit rien attendre des résultats du Conseil constitutionnel. Que l'élection, c'est le prétexte. Dans le cas actuel, pour une réelle opposition,
sachant très bien comment les gars se comportent, l'élection c'est le prétexte. Qu'est-ce qui va encourager les gens à aller dans les rues si ce n'est l'élection? On part à l'élection. Et comme ça, on expose la fraude et le peuple se met dans la rue pour chasser ces gens. C'était ça. Ah, Yola Sport, merci beaucoup ma mère. Merci pour les partages. Les autres sont là, ils dorment. Vous dormez. Le live est là. On a encore eu la restriction, mais on a décidé de continuer. Et puis, vous ne partagez pas. Il fallait que Yola Sport vienne faire 50 partages une fois. Wow! Vraiment. C'est ça. En réalité, on part à l'élection. Les gars font ce qu'ils vont faire parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Donc, on s'attend à ce que les gars fraudent. On s'attend à ce que le Conseil constitutionnel vienne lire les résultats truqués. Et du coup, à ce moment-là, on expose la vérité et le peuple se met dans les rues. Le seul homme capable de mobiliser le peuple camerounais, c'est Maurice Kamto. Et le peuple camerounais devait se mobiliser cette fois-ci pour défendre la victoire de Maurice Kamto. Voilà la réalité. À défaut maintenant de Maurice Kamto, ceux qui sont là actuellement devraient s'unir pour battre le RDPC, réformer les institutions, ensuite réorganiser des réelles élections présidentielles. Vous ne pouvez pas prétendre pouvoir aller aux élections avec le RDPC alors que vous êtes incapable de réunir 3% des voix à une élection présidentielle. Mais les gens du SDF là, ils se prennent pour les qui? Le SDF, c'est seulement le nom. Hein. C'était avant, dans les années 90. Parce qu'après 92, là, ils ont commencé à chuter. Depuis que John Fundi a pris l'argent, c'est mort. Les Camerounais ont dit zéro confiance au SDF. Zéro. Parce que c'est des carriéristes seulement qui ont pris le SDF pour continuer. Carriéristes. Le SDF aujourd'hui, c'est seulement le nom, exactement comme l'UPC. C'est maintenant rien que le nom qui reste. Quand on pense de l'UPC avant, des combats que l'UPC a menés, vous voyez des gens qui disent qu'ils sont de l'UPC mais qui soutiennent Paul Biya. Pourtant, tous, ils savent, et on entre maintenant dans le dernier sujet, ils savent tous que le Cameroun est dirigé par la France, à travers Chantal Biya et son père, Vigourou. Est-ce que vous savez que la fondation Chantal Biya était financée dès le début par Bolloré? Envoyez la vidéo aussi, enregistrez ça et envoyez ça à tous les gens qui disent que oh, Paul Biya a rompu les accords coloniaux, Paul Biya n'est plus avec la France, Paul Biya nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. La fondation Chantal Biya, est une fondation qui a été financée, c'est-à-dire créée par Bolloré. Par le groupe Bolloré. Oui, c'est une fondation qui a été financée par le groupe Bolloré. Attendez, je vais vous lire. Allez même sur Wikipédia, hein, c'est très simple, allez sur Wikipédia tout simplement et vous allez trouver ça là-bas. Eh oui. Donc, les Camerounais qui viennent souvent là et qui disent des choses, je vous ai montré par exemple le site internet. Je vous ai montré par exemple le site internet de la présidence de la République du Cameroun où on ne voit que Chantal Biya. Je vais un peu aller guetter encore pour voir, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours là. Donc, Chantal Biya, vous allez sur Wikipédia par exemple, dans sa biographie, vous allez voir, on dit Chantal Biya a créé la fondation Chantal Biya, reconnue d'utilité publique au Cameroun en 1999 et financée par le groupe Bolloré, qui entretient d'étroites relations avec le gouvernement de Paul Biya. Elle crée la fondation Chantal Biya, reconnue d'utilité publique au Cameroun en 1999 et financée par le groupe Bolloré, qui entretient d'étroites relations avec le gouvernement de Paul Biya. Le père de Chantal Biya s'appelle Georges Vigourou.
c'est un Français. C'est un Français et actuellement c'est le conseiller de Chantal Biya. C'est lui qui négocie des contrats pétroliers, des contrats miniers au nom de Chantal Biya. Il était employé à la société forestière et industrielle de Belabo. C'est là-bas qu'il a rencontré la mère de Chantal Biya, qui était à l'époque Miss Berthois. Elle était Miss Berthois, la mère de Chantal Biya. Tous des Wolowos. C'est pas ça le sujet du wolowotisme, c'est pas ça le sujet. Donc, le père de Chantal Biya, Georges Vigouroux, est celui-là, en complicité avec sa fille, qui négocie les contrats pétroliers, les contrats miniers et consorts au Cameroun. Chantal Biya a la nationalité française. Et cela a été débattu au Conseil constitutionnel hier par les avocats de comment il s'appelle, d'Akeremouna, donc Michel Ndoki. Ça veut dire que si c'était faux que Chantal Biya a la nationalité française, Michel Ndoki devrait avoir des problèmes. Donc s'ils ont posé ce problème devant le Conseil constitutionnel en disant que Chantal Biya a la nationalité française et que Paul Biya est totalement dépendant actuellement de Chantal Biya à cause de son état de santé, donc Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun, c'est une Française qui dirige le Cameroun. Les enfants de Chantal Biya sont tous Français. Donc on ne peut pas comprendre comment ce sont des Français aujourd'hui qui sont à la tête du Cameroun parce que Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun. D'ailleurs, on a demandé de constater l'état de santé de Paul Biya, chose qui a été balayée du revers de la main par le Conseil constitutionnel. Appelez tous les panafricanistes là ici, qu'ils vous expliquent à chaque fois que vous allez partir sur leur panel. Dites à ces panafricanistes de vous expliquer comment est-ce qu'un panafricain fait pour être marié avec une femme française. Qui lui-même, Paul Biya, a toujours la nationalité française. Il a tous ses enfants sont des Français. La plus grande majorité de leurs biens se trouve en France, à Monaco et en France métropolitaine. Franck Biya, nationalité française parce que la mère de Franck Biya aussi était française. Brenda et Junior, français parce que leur mère, Chantal Biya, est française. Paul Biya était français et on n'a jamais vu un document où Paul Biya a renoncé à sa nationalité française. Quand Paul Biya est arrivé en France, il a fait ses études là-bas, en sciences politiques et de consorts, il a pris la nationalité française. C'est d'ailleurs là-bas qu'il avait rencontré Jean-Irène Biya. Il a pris la nationalité française étant là-bas. Paul Biya n'a jamais renoncé à sa nationalité française. D'autres disent qu'il a aussi la nationalité suisse, mais moi je n'ai jamais su ça, sauf que je sais qu'il a la nationalité française. Ses enfants, par contre, peuvent avoir la nationalité suisse, ça ne m'étonne pas. Mais la nationalité française de ses enfants ne souffre de rien. Parce que tous les enfants de Paul Biya sont des Français. Et dois-je vous rappeler que la double nationalité est proscrite au Cameroun. En ce qui concerne Chantal Biya a été reconnue par son père, Georges Vigouroux, qui est un Français. Et donc Chantal Biya, elle aussi, elle est française. Donc, quand on dit que tu deviens inéligible lorsque tu, n'est-ce pas, es peut-être soumis à la dépendance, tu es dépendant, n'est-ce pas, d'une intelligence étrangère ou d'une personne étrangère, c'est ça qui est là. C'est-à-dire que Paul Biya, actuellement, est complètement dépendant d'une personne étrangère qui est Chantal Vigouroux Biya. Parce qu'elle s'appelle Chantal Vigouroux Biya. Elle n'a pas retiré le nom de son père. Siméon Agoumé. Vous avez une première dame qui est française, un président qui est français, le beau-père de votre président qui est Georges Vigouroux, le père de Chantal Biya,
est celui qui négocie les contrats miniers avec les sociétés françaises. Vous avez des sociétés françaises qui pillent votre pétrole, qui pillent votre diamant, qui pillent votre or en complicité avec les Français qui dirigent actuellement le Cameroun parce que Paul Biya est déjà en incapacité de prendre quelque décision que ce soit. Donc notre pays est actuellement entre les mains des Français. Utilise ton cerveau. Utilisez vos cerveaux. Est-ce qu'on va accepter ça? Doit-on accepter ça? Je pose la question. Doit-on accepter ça dans notre pays? La requête déposée par Akeremouna a donc été rejetée. Et pourtant, normalement, Paul Biya ne devrait plus être éligible. Rien que pour ça, Paul Biya ne devrait plus être éligible. Pourquoi? Eh bien parce que Paul Biya, son état de santé actuel, non seulement ne lui permet plus de prendre des décisions rationnelles, autant pour moi, mais également le soumettre, n'est-ce pas, à une personne qui prend soin de lui et cette personne est étrangère, de nationalité étrangère. Cette personne s'appelle Chantal Biya. Chantal Biya étant une Française, est celle qui, aujourd'hui au Cameroun, nomme les ministres. Elle nomme les directeurs. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Elle commande tout un gouvernement. Et elle cocufie son mari. C'est-à-dire que elle couche avec le secrétaire général à la présidence de la République qui est Ferdinand Ngongo. Avec tous ces problèmes-là au sommet de l'État, on se demande bien, mais où est même d'abord l'armée camerounaise en réalité? Parce que tout ça se passe au vu et au su de tout le monde. Notre pays est pris en otage par un groupe d'individus qui a la nationalité française. Parce que le mal avec cette histoire, c'est quoi? C'est que s'il y a quelque chose qui fait pac, ils vont tous fuir pour aller se réfugier en France dans leur pays d'origine. Et vous ne pourrez pas les toucher. Ils ne seront pas justiciables. C'est ça le bas qui blesse. Si vous essayez de toucher un des enfants de Chantal Biya aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas camerounais, ils sont français. Donc, ils vont répondre devant la justice française. Et tous leurs biens et leurs avoirs qu'ils ont en France, étant donné qu'ils sont français, ne peuvent plus revenir au Cameroun. Ça va rester en France. C'est pour ça que Chantal Biya achète des immeubles en plein Paris, aux Champs-Élysées. Vous connaissez combien ça coûte un immeuble aux Champs-Élysées? Elle achète des immeubles à Paris 16e, 15e. Moi, je vivais au 15e. Je vivais à 2 pas de la Tour Eiffel. Mais je connais combien ça coûte. Rien que le loyer dans ces zones-là, je connais combien ça coûte. Donc, imaginez le prix d'un bâtiment. Et elle a tout un bâtiment de plusieurs appartements. Sans compter d'autres biens immobiliers qu'on n'a pas encore pu identifier. Franck Biya a tout un domaine à Monaco. Vous savez ce que ça coûte d'acheter un bien immobilier à Monaco? Vous savez combien ça coûte d'acheter un bien immobilier à Monaco? Franck Biya a tout un domaine à Monaco. Les jumeaux Heinz, eux aussi, ils ont des maisons partout à Monaco et en France. Mais ils ont pris l'argent là où leur père était taximan. Ils ont pris l'argent là où c'est l'argent du pays. Et donc, ils appauvrissent le Cameroun. Et c'est en France qu'ils partent garder cet argent.
Le pétrole du Cameroun aujourd'hui est confisqué. Tout le pétrole qu'on exploite au Cameroun est destiné exclusivement à l'exportation. Mais on se pose la question de savoir que, mais comment est-ce que c'est possible? Mais on comprend aisément que c'est le père de Chantal Biya qui négocie tous ces contrats. Et donc, il négocie ces contrats en faveur de son pays, la France. Le père de Chantal Biya s'appelle Georges Vigourou. Il négocie les contrats pétroliers, les contrats miniers au Cameroun. Ah oui, bien sûr que son père est vivant. Il négocie les contrats pétroliers et les contrats miniers au Cameroun. Oh non, attends un peu Bismarck, je vais te bloquer. Comme ça, là, tu ne vas plus apparaître sur mes vidéos, ça te va bloquer. Pac, un tour. C'est lui qui négocie les contrats miniers, les contrats pétroliers. Et ce n'est pas étonnant que tous les gros contrats miniers et les gros contrats pétroliers sont gagnés par des sociétés françaises. Même si après ces sociétés-là font la sous-traitance aux Chinois. Donc Chantal Biya aujourd'hui, actuellement, en ce qui concerne le pétrole, elle traite aujourd'hui avec Nathalie Moudiki, la femme d'Adolphe Moudiki, qui est le président directeur général de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. Il est déjà aussi vieux comme Biya, fatigué, un légume debout. Et c'est sa femme, Nathalie Moudiki, qui est encore jeune pimpin. Tous les jeunes garçons mannequins du Cameroun et du monde entier la connaissent parce que celle-là, c'est une pervers. Elle aime seulement les jeunes mannequins là. C'est là-bas qu'elle verse l'argent de notre pétrole. Par contre, Ma Chantou, elle a choisi de jeter son dévolu sur le plus proche collaborateur de son mari qui est Ferdinand Gongo. Donc, comme c'est la copine de Nathalie Moudiki, c'est avec Nathalie Moudiki que les gars, ils traitent les affaires du pétrole du Cameroun aujourd'hui. Tout le pétrole du Cameroun est vendu à l'avance. Donc ça veut dire que si vous reprenez même le Cameroun aujourd'hui, il va falloir bagarrer pour récupérer les contrats pétroliers. Toutes les mines du Cameroun sont vendues à l'avance. Mines de diamants, mines de fer, mines d'or, les mines d'or. Ils ont vendu ça à l'avance. Toutes les mines. Est-ce qu'ils vous ont déjà fait le bilan de l'or qui sort du Cameroun? Ils vous ont fait le bilan de la quantité de diamants qui sort du Cameroun? Est-ce que, depuis que Paul Biya est au pouvoir, il vous a déjà fait la comptabilité du pétrole qui est exploité au Cameroun annuellement? Répondez. Répondez. Bon. Quand ma femme me disait que la coiffure, s'il me va à merveille, là, je croyais que c'était la blague. Mais moi-même, je vois que c'est bien. C'est bien, non? C'est bien, non, les gars? C'est bien, non? Ah, ma femme, elle aime maintenant me faire les bisous sur la tête. Moi, un bisou sur la tête parce que ma tête est rasée. Est-ce qu'ils vous ont déjà fait la comptabilité, n'est-ce pas, de la quantité de pétrole qui sort annuellement ou à jour, c'est-à-dire même si c'est depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut vous dire que bon, les 20 dernières années, on a exploité telle quantité de pétrole, l'argent est parti à gauche, l'argent est parti à droite. Est-ce que Paul Biya un jour vous a déjà fait la comptabilité du pétrole qui est exploité au Cameroun? On est seulement là dans les chiffres estimatifs. À une époque, on exploitait 200 000 litres de pétrole par jour, 200 000 barils de pétrole par jour. Après, maintenant, patati patata, c'est que c'est monté, voilà que c'est descendu. Vous ne trouvez aucun vrai chiffre nulle part. Pourtant, le pétrole quitte du Cameroun tous les jours. On a une raffinerie, la Sonara, laissée par Aïdjo, qui nécessitait seulement un aménagement pour une somme
disons de 500 milliards de francs CFA, afin de pouvoir être capable de raffiner notre propre pétrole qui est très lourd. Parce qu'on a l'un des pétroles de meilleure qualité au Cameroun, le pétrole qui est actuellement exploité offshore, là-bas au sud-ouest. On a l'un des meilleurs pétroles. Vous voyez un peu? Et donc, les gars ont été incapables, depuis 1982, malgré tout l'argent qu'Aïdjo a laissé, d'emménager la Sonara pour que la Sonara soit capable d'exploiter notre propre pétrole. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pour faire tourner la Sonara, on fait venir le pétrole brut du Nigeria. Pour faire tourner la Sonara, on fait venir le pétrole brut du Nigeria. Le pétrole léger. Et depuis que la Sonara a brûlé, depuis 2019, ils ont trouvé une autre façon de faire le business. En fait, on dirait que c'est eux-mêmes qui ont brûlé la Sonara. Parce que les gars avaient découvert avant même 2019 qu'ils pouvaient acheter le pétrole à l'étranger au nom du Cameroun et revenir vous vendre ça sur le marché camerounais. Et revenir vous vendre ça sur le marché camerounais. Et ce qu'il se passe maintenant, c'est quoi? Depuis 2019 que la Sonara a brûlé, vous savez ce que les gars vous font? Je vous explique ça ici tous les jours. Ils vont voir les traders. Ils prennent le pétrole, le carburant, au nom de l'État du Cameroun. Donc, ils prennent à crédit, avec des lettres de crédit. Ils acheminent ça au Cameroun. Quand ça arrive au Cameroun, le litre de carburant, de super, on prend l'exemple du super, coûte 340 francs. Tout taxe confondue, quand ça arrive à la SCDP, c'est-à-dire à la société de stockage, 340 francs le litre. Mais quand ça sort de la SCDP, de la SCDP, c'est pour livrer aux marketeurs, c'est-à-dire les stations de service, tous ceux qui vous vendent le carburant sur le terrain là-bas. Le litre quitte de 340 francs prix d'achat à 840 francs à la pompe. Et donc, ce n'est pas votre pétrole. C'est un pétrole qui sont partis... Voilà, les puzzles, encore. Merci. Les gars, pardon, vraiment tapoter encore. Ils m'ont mis les puzzles pour tirer. C'est un carburant qui sont partis prendre à crédit afin de venir vous vendre et verser l'argent à ceux chez qui ils sont partis prendre le carburant à crédit. On appelle ça comment? On appelle ça le Bayam Selam. Donc vous êtes les clients de ces membres du gouvernement. C'est pour ça que tous sont dans le pétrole. Chantal Bia a les stations-service, Babo qui a les stations-service, Bondo Ayolo a les stations-service, Bankui a les stations-service, dernièrement Amougou Belinga station-service. Ils sont nombreux qui sont entrés dans le marché de la vente de carburant. Pourquoi? Parce que désormais, le carburant vendu au Cameroun est un carburant qu'on achète ailleurs, on ramène sur le marché camerounais, on vous vend et on engage des bénéfices. C'est pour ça que vous ne voyez pas où l'argent du carburant part. Vous achetez le carburant extrêmement cher au Cameroun parce que c'est devenu leur business. En réalité, le litre de carburant ne devrait pas coûter plus de 400 francs CFA au Cameroun. Mais le pétrole camerounais, vous allez me demander que mais finalement le pétrole camerounais part où? Le pétrole camerounais va seulement chez les Français. C'est destiné exclusivement à l'exportation. Donc, quand on pompe le pétrole au Cameroun, là, comme c'est brut, là, c'est comme ça que ça entre dans les bateaux et ça part. Personne ne vous dit combien ça coûte, combien on a versé au Cameroun, ce que ça rapporte ou rien. C'est le business privé de Paul Biya. Il ne faut pas en parler. Et donc, pour vous servir le carburant sur le marché camerounais, vous devenez des clients. On va acheter, on va prendre à crédit, on vient vous vendre, on retire 340 francs, on rembourse à ceux à qui on a pris le carburant. Et le reste de 500 francs qu'on vous a ajouté par litre, on essaye de diviser, on prend 4, on met dans la poche.
Et après, on vient vous dire qu'on subventionne le carburant. C'est pour ça que le litre coûte plus de 840 francs. Mais oui, Georgette, j'ai dit ça l'autre jour. En janvier, si le litre va coûter plus de 1100 francs, ils vont augmenter le litre du carburant en janvier. Ils ont déjà annoncé ça, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont annoncé, soi-disant, la fin des subventions. Or, il n'y a jamais eu de subvention. C'est juste que le FMI leur impose de vendre, n'est-ce pas, le carburant cher sur le marché afin d'éponger une partie de leur dette. Donc, ils vont retirer un peu d'argent sur ce qu'ils augmentent sur le prix du carburant qu'ils vous vendent là pour éponger les dettes, une partie des dettes du Cameroun. N'est-ce pas, sans oublier de retirer ce qui leur revient et qui va aller dans leur poche. Ce n'est même pas qu'ils vont, never give up. Ils ont déjà annoncé qu'il n'y aura plus de subventions. Donc, désormais, on va vendre le litre du carburant au prix imposé par le FMI, c'est-à-dire plus de 1100 francs le litre. À partir de janvier 2026, ce sera inscrit, n'est-ce pas, dans le budget du Cameroun. À partir de janvier 2026, vous allez acheter le litre de carburant à plus de 1100 francs. Ah! Oui, merci beaucoup, hein, la loi des finances. À partir de 1100 francs. Donc, ils vont continuer d'aller prendre le carburant à 340 francs et venir vous vendre à 1100 francs. Il n'y a aucune subvention sur le carburant. L'État ne subventionne rien. Les 1000 milliards et consorts qui vous disent chaque année, là, c'est juste un détournement de fonds. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous partez acheter, disons même que vous partez acheter avec l'argent du Cameroun, vous partez acheter le carburant, le litre à 350 francs. Et vous venez vous vendre sur le marché à 840 francs et vous dites que vous subventionnez pour que ça coûte cher. Que, en fait, c'est même moins cher. Donc, normalement, ça devrait coûter 1100 francs. Mais comme on est gentil, on subventionne. Et donc, désormais, on ne va plus subventionner et vous allez acheter au prix normal. Comment? How? How? Donc, le prix normal, c'est 1100 et poussière. C'est le prix que le FMI leur impose. Et comme ça, dans ça, ils vont retirer un peu d'argent pour rembourser les dettes qu'ils doivent à gauche, à droite, patati patata. Ils vont même rembourser où? Mais les gars se sont arrangés à garantir ce qu'eux, ils gagnent par litre de carburant vendu au Cameroun. Ah oui! Ils ont été incapables de refaire la Sonara. Pourtant, par litre de carburant que vous achetez au Cameroun, vous payez 47,8 francs. Par litre de carburant que vous achetez à la pompe, vous payez 47,8 francs de taxe. Une taxe qui a été augmentée dans le but de reconstruire la Sonara depuis 2019. Donc, vous avez payé environ plus de 700 milliards depuis 2019. Dans le but de reconstruire la Sonara. Sauf que la Sonara est toujours là. La Sonara n'a jamais été reconstruite. Depuis 2019. Ça fait... Voilà, merci beaucoup. Taxe de soutien à la Sonara AN, merci beaucoup. Depuis 2019, vous payez 47,8 francs en soutien à la Sonara. Chaque litre de carburant vendu au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte de cette supercherie? Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ce dans quoi vous êtes? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un business énorme et c'est Chantal Biya qui est à la tête de ça actuellement. Les Français. Personne d'entre eux n'a renoncé à sa nationalité française. Elle est capable normalement, même si elle est française de naissance, que son père est français, de faire valoir sa nationalité camerounaise et de renoncer à la nationalité française. Oui, tu peux être né français, mais tu renonces à ta nationalité française. Quand tu es la première dame dans un pays, mais non. Tous leurs enfants ont la nationalité française. Vous croyez qu'ils gardent cette nationalité, pourquoi? Elle-même, elle a la nationalité française. Paul Biya a la nationalité française. Eux, ils gardent cette nationalité, pourquoi, selon vous? Vous avez vu Macky Sall. Macky Sall aussi avait la nationalité française. Dès qu'il est parti du pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait?
Il est parti voir son ami Macron. Son ami Macron l'a nommé quelque part où c'est ambassadeur de quoi à l'ONU pour le compte de la France. Un ancien président d'un pays. À peine tu quittes le pouvoir, tu cours, tu fuis, tu pars voir ton ami. Il a fui, il est parti au Maroc. Macron l'a nommé. Donc maintenant, là, c'est un diplomate. Vous voyez un peu, donc il ne va pas tomber sous le coup de la justice sénégalaise. Macky Sall, ancien président du Sénégal, avait la nationalité française. Et ils sont nombreux comme ça. Vous avez Jean de Dieu Momo là comme ça, qui est aux États-Unis actuellement en train de bagarrer pour avoir la nationalité américaine, s'il ne l'a pas même déjà. À Tangandi, ses enfants sont aux États-Unis, tous naturalisés américains. À Tangandi, qui est là en train de gueuler les Camerounais tous les jours jusqu'à ce qu'il veut seulement brûler tout le Cameroun là. Ses enfants sont américains. À Tangandi, que vous voyez là. Il a le truc, le séjour aux États-Unis, la green card aux États-Unis. Il a la green card, je crois, aux États-Unis. C'est comme ça on appelle ça là-bas, la carte de séjour des États-Unis là. À Tangandi, que vous voyez, et tous ces ministres-là, leurs enfants ont des nationalités étrangères. Ah, d'accord, Emmanuel, merci beaucoup. Tous leurs enfants ont les nationalités étrangères. À Tangandi, Grégoire Wona, Famendongo, tous là, tous ont des nationalités étrangères. Pourtant, ils sont les dirigeants d'un pays. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Même leurs enfants qui viennent faire nommer préfet, sous-préfet, gouverneur, là, tous ont des nationalités étrangères. Tous ont des nationalités étrangères. C'est leur garantie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit soulèvement là comme ça, les gars seront les premiers à appeler leurs ambassades que évacuez-nous. Ils vont faire valoir leur nationalité. C'est ça, mais bien sûr, Nanda, parce qu'ils ne considèrent pas le peuple. C'est pour ça que les gars refusent la double nationalité depuis. Ils ne considèrent pas le peuple camerounais. Ils refusent la double nationalité parce qu'ils savent que la diaspora camerounaise est une vache à lait. Donc vous devez payer le visa. Vous savez combien ça coûte le visa pour venir au Cameroun? C'est 200 000 francs. 300 €. Le visa pour venir au Cameroun, si tu as une famille de 5 enfants pour venir au Cameroun, tu vas payer au moins 1 million pour le visa. Tu vas payer au moins 1 million pour le visa et ils le font exprès. Parce que s'ils mettent la double nationalité, vous n'aurez plus besoin de visa pour aller au Cameroun. Ça veut dire que même si tu as la nationalité française ou n'importe quoi, une nationalité étrangère, tu fais valoir tes droits camerounais et puis, pap, tu pars. Le Cameroun a le passeport le plus cher de la planète. Vous pensez qu'ils vous font tout ça pourquoi? Parce que la diaspora, c'est une vache à lait. Si les gars suppriment les affaires de double nationalité, l'interdiction de la double nationalité, là, ils vont perdre une grosse niche d'argent qui leur permet de vivre. Une grosse niche d'argent. Vous savez combien vous payez en termes de visa pour aller au Cameroun? Combien ça leur rapporte? Vous n'imaginez même pas. Et quand vous allez à l'ambassade pour des services consulaires et consorts, les gars vous prennent l'argent en cash. Ils vous prennent l'argent en cash. C'est ça la réalité. Le peuple camerounais est la vache à lait de ses dirigeants. Donc les dirigeants, ils sont là, non pas pour travailler pour le peuple, mais pour dépouiller le peuple. Et c'est avec la complicité des gens qui disent qu'ils sont des opposants, parce que ce sont ces opposants-là qui les aident à se maintenir. Ces opposants-là vont les aider à faire passer un autre mandat à Paul Biya. Ces opposants-là pouvaient très bien stopper la mascarade en décidant de ne même pas aller à l'élection présidentielle. Parce que tous ceux qui sont là actuellement, ils savent que ce ne sera pas possible de battre Biya. Ils le savent tous, que ce ne sera pas possible. Mais ils y vont parce qu'il faut légitimer le pouvoir de Biya. Ils n'y vont pas parce qu'il faut changer quoi que ce soit. Voilà la triste réalité dans notre pays qui est dirigée par une famille française.
Une famille française à la tête du Cameroun. En invalidant abusivement la candidature de Maurice Kamto, ils ont également supprimé vos espoirs. Pour vous dire que vous n'avez pas le droit de choisir autre chose. Ils savent que comme Maurice Kamto n'est pas là, il y aura un fort taux d'abstention à l'élection présidentielle qui arrive. Parce que pour vous dire vrai, le Camerounais, pour qu'il sorte dans les rues, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux dépend de sa journée. Ce qui veut dire que les gars vivent au jour le jour. Personne d'entre eux n'a une garantie. Donc, ils vivent au jour le jour. C'est-à-dire que le matin, il sait que lui, là, il va aller faire sa moto, il va gagner ses 2000, c'est ce qu'il va gérer sa journée. Et le lendemain, il s'attend à aller faire ses 2000. Donc, s'il ne part pas, il va vivre comment? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est dans cette dépendance que le régime Biya les a mis pour les empêcher de se réveiller et de dire que mais ça, ce n'est pas une vie. Parce que lorsque vous atteignez le stade de survivant dans votre propre pays, c'est très difficile de se soulever. Pour un tout ou pour un rien. Et le peuple camerounais a été zombifié. Dans ce sens-là. Zombifié. Vous regardez, cet homme, il y a un trend là sur les réseaux sociaux. Quand je me lève un peu là, et puis dès que j'ai 2 minutes, je vais un peu voir ce qui se passe. Je vois les routes qu'on filme à Douala, Yaoundé, les routes détruites, les routes détruites, les routes détruites. À une époque, je faisais cet exercice ici, vous vous rappelez, sur TikTok, je filmais, je vous postais des routes détruites, tous ces trucs cassés au Cameroun. Mais c'est comme si, quand tu montres ça aux Camerounais, ils sont contents d'être dans ça. C'est bien comme aujourd'hui, c'est vous-même les Camerounais qui prenez la décision de filmer et de poster. Vous voyez les conditions dans lesquelles les Camerounais vivent, mais ils savent quand même, malgré ces conditions-là, rester muets, rester tranquilles. Vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Vous avez vu, on a validé le faux au sommet de l'État. Vous croyez que ça n'allait pas avoir de répercussions sur vous? Vous voyez ce qui se passe au Canada, où on est en train de réfuter tous les diplômes présentés par les Camerounais. Parce qu'on estime que leurs diplômes là, on soupçonne du faux. Est-ce que je ne vous avais pas dit que c'est ce qui devait arriver? Est-ce que je ne vous avais pas dit que c'est ce qui devait arriver? Vous avez suivi Aristide Mono l'autre jour dans son truc le matin là, où il parlait des investisseurs qui ont décidé de ne plus venir au Cameroun. N'est-ce pas, je vous avais dit ça aussi? Je vous avais dit ça ici, non? Le même jour même où les gens du Conseil constitutionnel ont fait ce qu'ils ont fait là. Je vous avais dit ça, qu'il y aura des répercussions même sur le plan international. Parce que ce qui s'est passé là-bas au Conseil constitutionnel, vraiment, c'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est tellement absurde. Je vous avais dit ça ici. Il y a des investisseurs qui ont décidé de ne plus venir. Ils sont nombreux ont décidé, ils ne veulent même plus entendre parler du Cameroun. Parce que quand la plus haute cour de justice de votre pays valide l'imposture, et c'est repris par des médias internationaux très suivis, comme les TV5, France 24, BBC. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir? Et cela va se répercuter sur vous, les Camerounais, parce que les prix vont augmenter sur le marché. Quand les gens là vont vouloir aller prendre le crédit en votre nom, parce que quand ils veulent absolument rester au pouvoir, c'est parce qu'ils vont partir signer au nom du Cameroun pour prendre l'argent. Si on devait leur donner un taux de pourcentage sur le crédit de 10%, on va leur donner à 40%. D'ailleurs, ça se fait même déjà. Parce que les gars partent demander l'argent. Ailleurs, on leur dit que 8%, 9%. Par contre, quand c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, on dit 3%, 2% de taux d'intérêt. Donc, au Cameroun, on dit que non, on va te donner le taux d'intérêt à 9%, 8%. Le même argent au Sénégal, on dit au Sénégal qu'on va lui donner à 3%, 2%. Côte d'Ivoire, pareil, 2%, 1% et 1,5%. 1% et demi, je ne sais plus comment on peut dire ça en français. Oui! Et maintenant, ça va augmenter. Pourquoi ça va augmenter? Eh bien, parce que vous avez montré que vous n'êtes pas fiable.
Eh oui. Donc, ça a des répercussions sur le plan international. L'image du Cameroun a été détruite, salie par les gens qui vous dirigent. Et le fait pour vous d'accepter ça, c'est que vous acceptez également les répercussions que cela va avoir. Et c'est vous qui allez payer parce que eux ils ne payent rien. C'est vous qui achetez le pain à la boulangerie, eux ils ont gratuit. C'est vous qui achetez le carburant à la pompe cher, eux ils ont les bombes de carburant, c'est gratuit. C'est vous qui achetez les voitures, eux c'est gratuit. C'est vous qui achetez pour eux. Vous achetez le pain pour vos enfants et vous achetez pour eux. Vous achetez les voitures pour vous, vous achetez pour eux. Vous achetez le carburant pour vous, vous achetez pour eux. Ils vivent grâce à vous. C'est vous qui voyez tout ça. Même si le kilo de viande devient 10 000, eux, ils n'achètent pas le kilo de viande. Eux, ils n'achètent pas le kilo de viande. Le pain coûte 500 francs à la boutique. Eux, ils n'achètent pas le pain. Tout est gratuit pour eux. Tout est gratuit pour eux. Donc, les prix peuvent augmenter à n'importe quel niveau. Eux, ils ne ressentiront jamais ça. Et ce n'est pas parce que c'est normal. Ce n'est pas parce que c'est une norme. Non, c'est parce qu'ils ont passé le temps à endetter le pays et ne rien faire avec l'argent. Ils ont passé le temps à endetter le pays et ne rien faire avec l'argent. Rita, je suis contre ce genre d'argument que chaque Camerounais détruit le pays à son niveau. C'est faux. Si tu as des enfants et que tu ne les envoies pas à l'école, tu ne vas pas venir te plaindre que tes enfants sont sous-éduqués. Parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu as les enfants, tu ne les envoies pas à l'école et après tu viens encore te plaindre que tes enfants sont sous-éduqués. Non. La première responsabilité envers les citoyens vient des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui régulent. Ce sont les dirigeants qui régulent. À aucun moment, on ne peut accuser la population d'être responsable de la décrépitude de son pays quand il y a des dirigeants totalement incompétents. Détournement de fonds, ils sont là. Dépravation des mœurs, c'est eux. Malgouvernance, en général, c'est eux. Le peuple n'est que victime. Le peuple n'est que victime. C'est ça la réalité. Le peuple n'est que victime. Donc on ne peut pas venir dire que chaque Camerounais détruit à son niveau. Non, les Camerounais sont des survivants dans leur propre pays. Parce qu'ils sont des esclaves, ils sont soumis. C'est un peu comme si, n'est-ce pas, tu accuses les esclaves qu'on est venu prendre en Afrique et ramener aux États-Unis. Tu accuses ces esclaves, n'est-ce pas, d'être des esclaves. Tu dis que, mais pourquoi est-ce que vous êtes des esclaves? Ça n'a pas de sens. La contrefaçon, là, c'est toujours eux. Parce qu'ils vivent de ça, de la contrebande. Le grand banditisme, les kidnappings que vous voyez là, c'est toujours eux. Ce sont eux qui ont les groupes armés. Ce sont eux qui donnent les armes à feu. Que vous avez acheté avec le budget de l'État, ils donnent les armes à feu, ils prêtent des armes à feu aux bandits. Combien de fois à Yaoundé, à Douala, on a arrêté des bandits qui ont avoué que les armes à feu qu'ils utilisent viennent des hommes en tenue avec qui ils travaillent. Des fois même ce sont des militaires, des policiers, des gendarmes qui sont devenus des braqueurs qu'on arrête. Donc quand vous parlez de faux là, eux-mêmes ce sont eux qui facilitent le faux. Pourquoi tu n'entres pas avec le faux en France? Pourquoi tu n'entres pas avec le faux en France? Par exemple, parce qu'il y a des règles de contrôle. Si on constate qu'il y a un dirigeant qui valide le faux, c'est-à-dire que si des faux produits entrent en France, on va commencer à cheminer à partir de la douane, là où ces produits-là sont partis, jusqu'à arriver là où c'est arrivé là. Tous ceux qui travaillent sur la chaîne, il y aura une enquête pour savoir d'où vient le fait que le faux est entré dans le pays. C'est ça la réalité. Vous avez des gens qui se lèvent le matin parce qu'ils veulent survivre, ils vont aller faire des faux médicaments, ils viennent au Cameroun avec. Ça arrive à la douane, ça passe. Non, si on arrive à la douane et qu'on constate, on stoppe tout ça, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. Vous avez des gens qui vont en Chine acheter des choses mal fabriquées, ils viennent au Cameroun avec, ils vendent aux gens.
À la douane, ça passe. On s'en fout. On ne regarde pas la norme, ni la qualité. Hein? On ne regarde pas la norme, ni la qualité. Tant que tu donnes une petite enveloppe à la douane, ça passe. Donc, tu ne vas pas accuser la population qui essaie de s'en sortir. Tu es là, dans un pays, tu ne diriges, tu ne contrôles pas. Les gens se mettent à vendre le coup, la poudre blanche. Ça prolifère partout, partout. Ça prolifère partout. Tu vas te plaindre que les populations vendent la poudre blanche ou bien tu vas te plaindre du fait que l'État est laxiste et laisse faire ces choses-là. Parce que si les dirigeants sont là, c'est effectivement pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Alors, si ce genre de choses arrive au vu et au su des dirigeants, ça veut dire que les dirigeants ont laissé que ça arrive. Et s'ils ont laissé que ça arrive, ça veut dire qu'ils ont leurs intérêts dans ça. À une époque aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé? Et vous parlez là des années de 80 à 80, dans les années 80 jusqu'en 95, comme ça là aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement américain a expressément laissé entrer la drogue aux États-Unis pour détruire les Noirs américains. Ils ont laissé entrer la drogue avec, n'est-ce pas, ils ont utilisé la CIA, des agents de la CIA pour faire passer la drogue de l'Amérique du Sud jusqu'aux États-Unis, cheminer cette drogue vers la communauté noire, choisir quelques dealers dans la communauté noire qui vont vendre cette drogue dans la rue et ils vont ensuite récupérer l'argent de ça pour financer des rébellions en Amérique du Sud. Le gouvernement américain ne voulait pas financer ouvertement les rébellions dans ces pays-là. Donc, ils ont trouvé ce moyen en même temps pour nuire à la communauté afro-américaine qui était devenue, c'est-à-dire que la cible de ces politiciens-là. Et c'est dans cette communauté afro-américaine, à cause de la misère, que la drogue passait le mieux. Et donc, ils ont fait venir, ils faisaient fabriquer les drogues dans ces pays-là, par les rebelles de ces pays-là. Ils faisaient entrer la drogue aux États-Unis. Eux-mêmes, le gouvernement, ils font entrer la drogue. Ils cheminent la drogue là vers les dealers afro-américains qui vendent ça aux afro-américains. Et ensuite, ils récupèrent l'argent de ça pour aller financer la rébellion. Et c'est comme ça là qu'à une certaine époque de 80 jusqu'à, disons, 95, comme ça, c'était la débandade de la drogue dans la communauté afro-américaine. Rien ne se passe dans un pays sans la volonté du gouvernement. Rien. Si tu veux combattre le grand banditisme en tant que dirigeant d'un État, tu vas combattre ce grand banditisme-là. Mais si tu es laxiste, tu auras les problèmes comme les Boko Haram, les Amba Boy, les Seleka à l'Est et consorts. Oui, parce que le gouvernement est laxiste. En plein Douala, vous vous rendez compte, il y a des enfants qui se lèvent, ils prennent des machettes, des couteaux, ils vont dans des snack bars à 18 h, ils vont agresser des gens en pleine journée, ils vont en vague, ils vont agresser des gens, on les appelle les microbes. Mais où sont les gendarmes et les policiers qui sont censés diriger, n'est-ce pas, la sécurité dans ces grandes villes? Dans cette grande ville surtout qui est Douala. En plein Douala, si les enfants sont capables de le faire, ce n'est que normal qu'on kidnappe les Camerounais à gauche, à droite, au nord, ou là où tout est détruit. C'est le gouvernement qui est responsable de la sécurité et les biens, des personnes et des biens. C'est le gouvernement qui est responsable du contrôle des produits consommés sur le territoire. Donc, si vous constatez qu'il y a des populations qui font du n'importe quoi et que le gouvernement ne réagit pas, vous devez vous poser des questions au gouvernement. C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionne ici au Royaume-Uni. Tous les jours, les députés posent des questions aux membres du gouvernement par rapport à ce que les populations vivent au quotidien. J'ai dit tous les jours au Common Law ici, dans la Chambre des communes. Tous les jours, les députés font face aux membres du gouvernement. Tous les jours. Et chaque semaine, le Premier ministre qui est le chef de l'État, le chef du gouvernement, il est comme le président, c'est lui le président. Chaque semaine, il est face. Il est dans la chambre des représentants ici en train de répondre aux questions. Chaque semaine, on lui dit que mais l'autre jour, par exemple à Birmingham, il y a des gens qui ont attendu le bus
Pendant 2 heures, le bus n'est pas venu, le bus était en retard. Pourquoi le bus était en retard? L'autre jour là-bas, il y avait un embouteillage, machin, truc, patati patata. Pourquoi il y a eu cet embouteillage? La route là qu'on devait arranger normalement, on a inscrit ça dans le budget ici. La route là, nous on voit que la route là n'est pas encore arrangée. Pourquoi? Et le gouvernement s'explique. Il dit tous les jours que Dieu a créé ici, le gouvernement s'explique devant les représentants du peuple, les députés. Tous les jours. C'est ça qu'on appelle la réelle démocratie. Je dis tous les jours. Il n'y a pas un jour, ça. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça qu'on dit diriger. C'est quand on dit diriger un pays. Pourquoi les bêtises qui se passent là, partout là-bas, ne se passent pas dans les pays développés, ceux qui sont réellement dirigés par des dirigeants compétents? C'est parce que nos dirigeants dans un pays comme le Cameroun, ils sont tous des incompétents, des jouisseurs patentés. Mais vous vous rendez compte, voilà un évêque qui a plus de 60 ans, qui fait des appels vidéo avec une petite fille de 22 ans tous les jours, en train de lui demander des fesses, de lui faire des propositions indécentes. Ah, je veux que tu couches avec un autre garçon et puis vous filmez, vous m'envoyez la vidéo, je veux voir ça. Après, je veux qu'on fasse un plan à 3 avec une autre fille. Je veux vraiment... Un évêque qui a plus de 60, il a presque 70 ans. Hein? Non, il a plus de 60 ans, le type là. Évêque d'Obala. Hein? Voilà ces vidéos qui se retrouvent partout maintenant. Vous avez un commissaire de police, en plus le directeur de la police du centre, qui est dans son bureau, à côté de la photo de Paul Biya, avec 2 de ses policières, une commissaire et une officier de police, en train de se lécher. Hein? En train de se lécher. Vous avez un préfet qui fait des appels vidéo avec des jeunes filles. Il est en train de s'astiquer le sgeg en vidéo jusqu'à ce que la jeune fille capture et partage. Un préfet. Vous avez l'autre qui sort avec une fille et après il constate que la fille sort avec un autre garçon plus jeune. Il tue la fille. Et après il dit que non, son âme, il a dégainé son âme comme ça là et puis la balle est partie au hasard. Jalousie. Oh, il est marié. Et des scandales comme ça, vous avez, je crois, il y a un colonel là qui était mort sur une petite fille de 16 ans. C'était un colonel ou un général. Il est mort sur une petite fille de 16 ans à l'auberge. Il a gagné. Après, quand ça voulait sortir, c'est la crise cardiaque. C'était trop bon. C'est un général, non? C'était un général ou un colonel? Rappelez-moi encore, s'il vous plaît. Un général ou un colonel. Et sur la petite fille de 16 ans. Non, il y a aussi un préfet. Non, mais il y a aussi un général ou un colonel comme ça. Ça, vous me parlez du préfet là. Le gang, petite fille de 16 ans. Ouah, il joue. Et puis, le crise cardiaque, il est mort. Voilà votre pays. Voilà comment le pays là est dirigé. Pas des jouisseurs patentés. Incompétents, rien dans la tête. Les gars ne pensent pas au peuple, ils pensent seulement à comment est-ce qu'ils vont jouir. Au sommet de l'État, vous avez la première dame qui s'envoie en l'air avec le secrétaire général à la présidence de la République. Donc, et cela se fait au vu et au su de tout le monde. Pourquoi est-ce que les autres ne vont pas se comporter pareil? Si déjà tout le monde sait que la première dame cocufie le président, c'est-à-dire que Chantal Biya cocufie Paul Biya, elle nioxe avec Ngongo, le plus proche collaborateur de Paul Biya. C'est pas moi qui dis, c'est un journaliste de l'ancien journaliste de la CIA TV qui était très proche de la présidence de la République qui a fait ces révélations. Moi, je vous avais déjà dit ça de source sûre, mais ce journaliste-là est venu confirmer. Je vous avais fait passer la vidéo ici, non? Le jour où le scandale a éclaté. Mais est-ce que vous avez entendu que ça a créé scandale au Cameroun? C'est parce que tout le monde sait. Dans le gouvernement, tout le monde sait. C'est pour ça que ça n'a pas créé un scandale.
Parce que dans un pays normal, si c'était faux, c'est que même le ministre de la Communication a communiqué, mais c'est très grave. Parce que si ça vient d'un ancien journaliste réputé et très connu à la CIA TV. Il a travaillé à la CIA TV, il a travaillé dans les radios au Cameroun et il était tout le temps à la présidence. Il a interviewé des présidents de la République. Pour lui de dire quelque chose comme ça, d'affirmer quelque chose comme ça là, ça veut dire que c'est très grave. Mais est-ce que vous avez vu au Cameroun quelque chose a bougé ou bien quelqu'un a même fait allusion à ça? Non. C'est justement parce qu'ils savent tous que c'est la vérité. Parce que quand moi, Max Seigneur, je vous disais ça ici depuis 2019, vous croyez que non, Max Seigneur lui parle seulement comme ça, machin, machin. Maintenant que le gars est venu, il a dit ça. Hein? C'est ça la réalité. Et en plus, vous avez des gendarmes qui passent leur temps à fracasser le derrière des jeunes Camerounais. Des gendarmes. C'est-à-dire qu'ils ont des petits Camerounais à l'ouest là-bas, à l'ouest du Cameroun. Ou c'est à Bafoussam, ou je ne sais pas, oui, je crois que c'était à Bafoussam. Des gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a un commandant de brigade là-bas qui tout le temps, il part, il prend les petits garçons, il les amène à la brigade, il boum, fracasse leur derrière. Des petits enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Voilà le pays. Il saccage les derrière des enfants. Des jeunes garçons comme lui. Voilà le pays. Voilà le pays. Des dirigeants incompétents, cyniques, sadiques, pervers. Amougou Belinga, par exemple. Amougou Belinga couchait avec sa propre fille, bon, la fille de sa femme. Une enfant qu'il a portée. Elle était bébé. Et il couchait avec elle seulement quand elle avait ses menstrues. Quand elle a grandi, elle a commencé à avoir ses menstrues. Amougou Belinga a commencé à coucher avec elle. Et il couchait avec elle seulement la période où elle avait ses menstrues. La petite fille là a parlé ici, parler, faire des témoignages, parler. Quelqu'un a dit à Amougou Belinga que mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Finalement, la petite fille est d'ailleurs dans des conditions vraiment très mystérieuses. Elle est morte. Quand ça commençait déjà à devenir un peu, elle est décédée. La petite là. Un pays formidable. Un pays formidable. C'est pour ça qu'on dit au Cameroun, chien mange chien. Le seul moyen actuellement de faire tomber ces gens, c'est un soulèvement populaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais pour qu'il y ait un soulèvement populaire, il faut vraiment qu'il y ait un leader de l'opposition. Avec les gens que moi je vois là. Les gens qui se discutent un bulletin de vote. Non, la couleur, si c'est moi qui ai choisi en premier. Non, vous ne pouvez pas. Monsieur le juge du Conseil constitutionnel, vraiment n'acceptez pas qu'il ait eu même couleur que moi. Un machin, c'est monté, c'est descendu. C'est ces gens-là qui n'arrivent même pas à s'entendre sur une couleur de bulletin de vote qui vont s'unir pour renverser le régime. Camerounais, pardon, ne me dites pas qu'on va laisser notre pays entre les mains de ces gens pour 50 ans. Encore. Non, c'est pas possible. Parce que ces gens ont tout prévu. Je vous dis le chemin. La validation de la candidature de Biya actuelle, c'est dans le but de le proclamer vainqueur des résultats, vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis toujours les choses. Hein. Après, vous avez dit Max Seigneur est monté, Max Seigneur est descendu. Mais moi, j'ai dit toujours les choses et ça arrive toujours. Voici ce qui va se passer. Ils vont faire passer une loi de la modification de la constitution du Cameroun. Ils vont installer le poste de vice-président. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis 2019. Ils vont installer un poste de vice-président. Et c'est par rapport au poste de vice-président là qu'ils vont installer le dauphin de Biya. Et maintenant, c'est à ce moment qu'ils vont déclarer, n'est-ce pas, l'incapacité de Biya à continuer. Et le vice-président va prendre les choses en main pour faire perpétuer le régime. J'ai trahi.
Après, ne venez pas dire que vous n'étiez pas au courant, parce que c'est toujours comme ça que je vous dis. C'est depuis 2019 que je vous dis que les gars sont en train de travailler sur comment installer un vice-président au Cameroun. Vous avez compris, non? Donc, le projet du régime Biya, c'est de continuer, c'est de perpétuer ce régime à vitam aeternam. Et le seul moyen de les renverser, c'est que les Camerounais décident, dans toutes les villes du Cameroun, à faire une grève nationale. J'ai dit une grève nationale. C'est le seul moyen de les renverser. Une grève nationale, 2 jours seulement, ils vont fuir. C'est-à-dire que quel que soit le moyen que vous allez procéder, grève nationale, on paralyse le pays, en 2 jours, ils fuient. Vous n'avez pas besoin de casser. Pas besoin de casser. Sauf que vous ne faites rien. Pas d'activité. Grève nationale, pas d'activité. Ils disent que, oh, c'est monté, c'est descendu, vous allez pleurer dans vos maisons, nanani, nanana. Ou bien vous restez dans vos maisons. C'est ce qu'on appelle souvent les villes mortes. Mais moi, j'appelle ça une grève nationale. Vous restez dans vos maisons. Vous fermez la porte à double tour, triple tour. Personne ne va travailler, personne ne sort, personne ne fait aucune activité. Donnez-nous l'espace libre là pour 2 jours seulement. Ces gars partent. Le problème de Maurice Kamto, c'est qu'il ne veut pas entrer dans une rébellion ouverte. Parce qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, verser le sang des Camerounais. C'est ça le problème de Maurice Kamto. Sauf que, quand vous prenez Maurice Kamto, vous mettez de côté, quelqu'un comme Maurice Kamto, vous mettez de côté, vous laissez la porte ouverte à quelqu'un de radical. C'est ce qui s'est passé au nord-ouest et au sud-ouest. Les fédéralistes, quand les fédéralistes tenaient la lutte, c'était des manifestations pacifiques. Les fédéralistes donnaient toujours les mots d'ordre de manifestations pacifiques. Quand ils ont arrêté tous les leaders fédéralistes, ils ont mis en prison. Les sécessionnistes, les leaders sécessionnistes maintenant ont émergé. Et là, ce n'était plus manifestation pacifique, c'était attaque. Les gars ont attaqué les brigades, ils ont attaqué les commissariats, ils ont récupéré les armes à feu des policiers. Et c'est comme ça que la guerre a commencé au nord-ouest et au sud-ouest. Ah oui, hein, c'était devant nos yeux ici. Donc, éliminer Maurice Kamto, l'homme de paix, comme ils l'ont fait, c'est trop sale. Parce que le Cameroun là risque de se transformer en Haïti. Si jamais les informations que nous on a s'avèrent vraies. Quand ça va exploser là, c'est le peuple camerounais encore qui va subir. Parce que ces gens vont vous utiliser comme des chairs à canon. Ah oui, Maurice Kamto voulait éviter à tout prix que ce genre de choses arrive. Et forcément, quand vous évitez, n'est-ce pas, des revendications pacifiques, automatiquement, vous donnez la place à des révolutions violentes. C'est comme ça. C'est automatique. C'est automatique. Donc, pour que ce genre de choses n'arrive pas, il faut que les Camerounais se décident. La société civile a été phagocytée. Mais il faut vraiment que les Camerounais se décident. Et il faut que quelqu'un soit vraiment courageux et prenne les devants. Parce que nous, là, qui sommes à l'extérieur, malheureusement, on ne peut pas prendre les devants. On nous empêche même de venir au pays. Parce que s'il y avait moyen de venir au pays, on serait venu. Mais les gars nous empêchent même d'accéder aux ambassades. On n'a pas de documents, on n'a rien pour venir dans ce pays-là. On ne prend pas l'avion comme si on prend le taxi. Vous voyez? Donc, il faut que la société civile camerounaise se mobilise pour annoncer une grève généralisée. Et le seul mot d'ordre, c'est la démission du régime RDPC. On paralyse le pays. Parce que tant que le pays fonctionne, ils ont la signature pour aller endetter le pays encore, endetter encore, endetter encore. Et ils endettent le pays pour mettre l'argent dans leur poche. Ne laissez plus ces gens parler en votre nom. Parce que vous ne pouvez pas laisser des bandits internationaux, comme le professeur Baïbek disait, parler en votre nom. Il faut une grève générale et généralisée dans tous les secteurs du Cameroun. Je dis bien tous les secteurs. Ils veulent diriger, et bien qu'ils dirigent alors les rues vides. C'est tout. Personne ne sort, tout le monde reste dans sa maison, dans sa barrière. Vous achetez des vivres, vous mettez, et puis, pac, tout le monde reste à la maison. Personne n'entre, personne ne sort.
Ils vont rester comme ça là, eux-mêmes ils vont dire que non, c'est plus possible. Et quand il y a grève généralisée, tous les partenaires internationaux mettent stop aux collaborations. C'est-à-dire que FMI stop collaboration, Banque mondiale stop aux collaborations. Tous les partenaires internationaux vont d'abord mettre pause à toutes les collaborations. Donc ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus d'argent. Ceux qui leur livrent les armes et les munitions ne vont plus livrer. Parce qu'ils n'auront plus de ressources, ils n'auront plus rien. Ils vont leur dire, réglez d'abord le problème politique de votre pays avant de revenir vers nous. Ah oui, vous ne le saviez pas? Eh bien, sachez-le. Si vous faites une grève généralisée, ce gouvernement n'aura plus de ressources. Parce que leurs ressources dépendent de vous. Des impôts que vous payez, du carburant que vous payez tous les jours, que vous achetez tous les jours, des activités que vous menez, aller au marché, prendre le taxi, toutes ces activités-là, c'est ça qui leur permet de vivre. Parce que tant que vous faites tourner la société, eux, ils récoltent des bénéfices. Donc, si vous mettez stop, tous les taxis sont garés, tout le monde reste à la maison. Personne ne sort, personne ne voyage, personne ne part, rien. On ferme tout, on ferme les boutiques, on ferme tout, on reste à la maison. 3 jours, 2 jours seulement, ils vont partir. 2 jours seulement, ils vont partir. Vous avez vu à l'époque, dans les années 90, les villes mortes avaient poussé Paul Biya à négocier. Les villes mortes seulement avaient poussé Paul Biya à négocier. Parce que le problème avec les grèves généralisées, c'est qu'ils ne peuvent pas venir vous chercher chez vous pour vous dire, pour vous forcer à aller travailler. C'est ça. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre une décision radicale. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Regardez comment les Sénégalais ont fait pour que ça change chez eux. Regardez comment les Burkinabés ont fait. Vous êtes là, vous avez des salopards qui sont camerounais, qui passent le temps à encourager. Oh, Ibrahim Traoré, oh, Assimi Goïta. Ils ne vous disent pas comment ça s'est passé pour que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani prennent le pouvoir dans leur pays. Vous avez vu le balai citoyen au Burkina Faso, comment les gars ont bazardé Compaoré par la fenêtre. Il a fui par la fenêtre. Maintenant, Compaoré est assis quelque part, je ne sais pas où il est en Côte d'Ivoire, il s'est en train de manger le pain avec le top banana. Il mange le pain avec le top banana. Qui lui cru que Compaoré? On a vu une photo de Compaoré. Il était en train de manger le pain sec et il avait le top banana. Et il était dit, ah, maigre comme ça. Il était là. Donc c'est Compaoré ici comme ça. Le grand Blaise Compaoré. Mais on l'a balayé. Faut pas, je sais pas, ces gens, ils sont d'abord au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien, ces gens-là? Vous êtes des millions. Vous êtes des millions. Il suffit seulement que Yaoundé et Douala soient paralysés. Le nord va suivre, l'ouest va suivre et ils vont fuir. Ils vont fuir. Ça commence par Douala. Dans les quartiers, les secteurs à Douala, vous restez à la maison. Dans la nuit, vous mettez les cailloux en route. Aucune voiture ne doit passer. Vous mettez juste les cailloux. Vous rentrez dans vos maisons. On ne va pas vous arrêter pour dire que mais pourquoi vous n'êtes pas sorti de chez vous. Donc vous ne faites pas face à la justice. Vous ne sortez pas juste de chez vous. C'est tout. Douala est paralysé. Le Cameroun commence à voir. Yaoundé suit. Après, vous allez voir, le nord va suivre, le sud, tout. Et puis c'est bon. Même si le sud ne suit pas, dès que les 2 villes du pays, Douala et Yaoundé, sont paralysées, dès que Douala est déjà paralysé, Yaoundé va aussi se paralyser. Parce que Yaoundé vit grâce à Douala. Le Cameroun vit grâce à Douala. C'est la porte d'entrée principale du Cameroun. C'est par là-bas que les bateaux viennent. Ils ont fait le port à Kribi là-bas, mais ce n'est pas comme à Douala. Donc si Douala commence, tout est barré, rien ne passe. C'est le carrefour du Cameroun. Douala, c'est le carrefour du Cameroun. Ça veut dire plus d'avions. Les avions ne vont plus atterrir à l'aéroport. On bloque tout. On bloque tout. Il faut ça. C'est ce qu'il faut actuellement, à l'heure où je vous parle. C'est ce qu'il faut. Parce que si on veut seulement suivre ceux-ci qui disent qu'ils sont les opposants, ils ne vont rien nous apporter. Les gars vont dire que Biya a gagné. Le même soir, même, ils vont dire oui, on accepte que Biya a gagné. Et puis ce sera fini comme ça là. C'est leur rôle. C'est pour ça qu'ils sont là. Les gars sont incapables de s'entendre pour
faire un bulletin unique, ils se disputent plutôt les couleurs des bulletins. Ce sont eux qui vont s'entendre pour renverser le régime. Pardon, laissez ça. Le destin du Cameroun se retrouve entre les mains des Camerounais. Partagez ça à tout le monde. Le destin du Cameroun, ça se retrouve entre les mains des Camerounais. Les Camerounais eux-mêmes. Vous décidez, plus de benzikin, plus de taxi, plus rien. Vous faites les courses, gardez chez vous, achetez à manger, gardez à la maison. Et puis vous ne sortez pas. 2 jours, 3e jour, là, les gars là vont fuir. Ils vont partir parce que à ce moment-là, ce sont les partenaires internationaux qui vont dire non, 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 partez. Partez. Parce que si le seul mot d'ordre, c'est que ce gouvernement démissionne, on ne veut plus entendre parler de... On va leur dire partez, puisqu'on ne va plus leur donner l'argent. Ils ne pourront plus aller faire les prêts, ils ne pourront plus aller signer des partenariats, ils ne pourront plus rien signer parce que tant que vous paralysez le pays, eux aussi ils sont paralysés. Et donc, ils vont fuir, ils vont démissionner, ils vont partir. C'est tout. C'est le seul moyen. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Personne n'a dit à quelqu'un de prendre les armes pour tuer, pour casser. Mais on n'a pas besoin de ça. Ça peut se passer en 2-3 jours. Grève généralisée. Personne ne sort. Personne n'entre. Personne ne sort. Tout le monde à la maison. Voilà, ils ont encore envoyé. Attends un peu. Voilà, attendez, j'envoie d'abord. Voilà. Attendez, je filme. Je vais vous montrer ce que les salopards ont fait de mon live maintenant là. Une fois de plus. Je sais pas sur mon téléphone. Attendez 2 secondes. Live restreint. Ils ont mis, quelqu'un a signalé mon live restreint. Ils ont mis, quelqu'un a signalé mon live. Voilà. Les gars ils ont réussi encore une fois de plus à signaler mon live. Malheureusement. Ils ont réussi une fois de plus à signaler mon live. Et puis, je pense que je vais devoir le couper. Je vais devoir le... Attendez, je vais un peu voir si je peux... Non. Voilà, attendez, je vais un peu voir si je peux... Non. J'ai même été expulsé de mon live. Carrément, j'ai été expulsé de mon live. Voilà. Voilà. Ton live a été signalé pour discours et comportement haineux. Des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Voilà ça. Donc voilà leur travail. Et c'est comme ça depuis quelques jours. Donc à chaque fois, c'est ce que je reçois comme notification. J'ai décidé maintenant qu'à chaque fois que je reçois ce genre de notification, je vous fais parvenir ça. Je vous montre ça à l'écran, vous voyez vous-même. Voilà, c'est comme ça là qu'on maltraite ma page depuis un certain nombre de temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Et puisque j'avais même déjà d'ailleurs fini mon live, TikTok, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas me museler avec tes amis du Yaoundé. C'est comme vous voulez. Vous ne pourrez pas me museler. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. J'espère que vous avez bien suivi. Seule une grève généralisée, un soulèvement populaire pourra renverser le régime de Yaoundé. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Merci au Modo. Merci à ceux qui ont partagé et ont liké. Merci à tous qui ont suivi le live depuis le début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le live du début à la fin, le live sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Max Seigneur officiel d'ici demain à partir de 10 h, heure de Yaoundé. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.